Et on roule! Ouais, les feux sont éteints. Et on roule à ma parole. Ben écoutez, il manque un qui est le but. Ouais, transition entre les saisons. Hein, Voilà, c'est nous sommes dans une phase de transition. Salut, bienvenue à ma parole, Andréane, Marc et Pierre Houd. On est très heureux de vous retrouver encore une fois. Puis quand on parle de retrouvailles, Andréane, je pense que le mot est bien choisi parce qu'on est dans une période de retrouvailles dans le sport. On n'est pas encore revenu à la vie normale. Ça dépend où? Complètement, je ne plus dire. C'est ça, non? Mais on est pas mal dans les grandes retrouvailles. Ben, je regarde ça depuis quelques semaines aux États-Unis. C'est pour ça que je dis ça dépend où. Ouais, Les stades de football sont pleins. Le college football a été les premiers matchs qui ont été disputés dans les universités. Quand j'ai vu les images des gens dans les gradins, je me suis dit, c'est des images d'archives, ça se peut pas. C'est des images des saisons c'est des avant. stades de 50, 75, 100 000 personnes entassées. Qui chantent, qui crient, qui sautent, qui font tout les temps. Non, c'était des images de cette année. Après ça, la saison de la NFL a commencé. Les stades sont pleins. Je trouvais ça un peu triste la saison passée, parce qu'il y avait des nouveaux stades dans la NFL qui étaient inaugurés complètement vides à Las Vegas. Le magnifique SoFi Stadium du côté de Los Angeles, où le Super Bowl aura lieu cette année. Et là, les fans sont de retour. Ça va être la même chose pour le hockey, là, dépendamment des arénas puis des endroits. Ce sera pas à pleine capacité. Mais on verra comment tout va progresser. On a vu des partisans revenir en F1 aussi, le long des circuits, parfois à 20%, parfois à 80%, enfin. Puis on se réjouit de voir ça parce que c'est bon pour l'ambiance. Je suis convaincue que pour les athlètes sur le terrain, sur la glace, peu importe le circuit, je suis sûre que c'est réjouissant. Et en même temps, je ne sais pas si c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce que qui dit partisan dit huée. Et ça a déjà commencé à huer dans certains marchés quand ça va moins bien. Et c'était ça ma réflexion cette semaine. On est content de voir les partisans à 100%. Jusqu'à quel point? Il y a peut-être les officiels qui vont être moins contents. Je disais récemment que l'effet à domicile, du point de vue des décisions des arbitres et des officiels dans différents sports, a été influencé par l'absence des spectateurs. On était beaucoup plus près. Là, je dirais pas la neutralité, parce que ce sont des êtres humains, donc elle est impossible à 100%, mais on était beaucoup plus près du 50-50, de la neutralité, en ce point où on n'était pas affecté, où il n'y avait pas d'impact de la foule à domicile pour les officiels. Alors, il y a peut-être les officiels qui sont moins contents de voir les gens revenir dans les amphithéâtres aussi. C'est sûr. Moi, j'ai pensé en séries éliminatoires quand on a vu le Canadien, évidemment, avec son beau parcours. Tu sais, on critique tellement l'arbitrage de séries dans la LNH. Et là, il y avait personne dans les gradins. Il y avait que les effets sonores. Vous étiez-vous habitué aux effets sonores à la télé, dans les arénas, tout ça? Ben, c'est parce que nous, Andréane, on est à la base de la retransmission. Donc, on a le casque d'écoute sur la tête. Et en autant qu'il y a un peu de son d'ambiance, je ne peux pas parler pour Marc peut-être, mais moi qui décris le jeu, j'en étais venu à complètement oublier. Puis comme spectateur, quand tu regardais un match, mettons, de la maison, peu importe... Ça dépend du découpage. Alors, si le découpage était fait en fonction de la surface de jeu ou la surface de sport, que ce soit la F1, le hockey, le football ou même le baseball, bien... Si on allait un peu plus large par obligation et qu'on voyait les gradins vides, je dois avouer que non. Je peux pas dire que je me suis habitué à voir, par exemple, à Monza l'année passée, ou même cette année, de voir personne en dessous du podium, le merveilleux podium de Monza qui s'amène au-dessus du circuit, puis quand des milliers de tifosi viennent en dessous, non, je me suis pas habitué encore, puis j'espère qu'on va y revenir éventuellement, plus tard. Et c'était aux aléas de l'humeur d'une personne qui appuyait sur les boutons. C'était un contrôleur de son qui choisissait le son d'ambiance ou de fond qu'on avait dans les amphithéâtres et qui était vide. Mais on a vu récemment, que ce soit le US Open au tennis, que ce soit d'avoir les partisans qui sont là, il y a une émotion qui se vit. Et ça, pour moi, c'est une partie intrinsèque du sport. L'émotion, qu'elle soit positive ou négative, elle fait partie du sport. Puis gérer ses émotions pour un athlète, c'est important aussi. Alors moi, évidemment, je suis très content de voir les gradins se remplir. Puis parce que le confinement a probablement refoulé beaucoup de passion, de ferveur chez les amateurs de sport. Peut-être qu'il y en a même qui sont un peu plus mèche courte que d'habitude à cause de ça. Ben, je pense aux partisans des Bills lors de la semaine 1 notamment. Raconte-nous. Ça a pas très bien été pour les Bills cette semaine-là contre les Steelers. En fait, Josh Allen a très mal joué. Surtout. Oui, mais c'est ça. Mais avant même la fin de la première demi, on entendait les huées dans les gradins. Et en deuxième demi, ben évidemment que là, on les entendait encore plus parce que ils ont échappé le match. Donc je me disais, que c'est sévère. Et en même temps, je te suis. Je pense que les gens, monsieur, madame, tout le monde,
avait besoin de cet exutoire-là qui a passé par les réseaux sociaux dans la dernière année. Il y avait des soirs de match, peu importe la discipline, où moi j'évitais Twitter parce que c'était d'une violence inouïe. Et là, au moins, je me dis, si tu peux aller huer dans un stade, tu me diras, Marc, les athlètes aussi sont peut-être habitués à cette ambiance-là dans certains marchés, peut-être, habitués, mais il y a clairement une transformation. Si l'impatience devient reine dans les amphithéâtres, ce sera peut-être différent pour les athlètes. Moi, je pense encore que les émotions doivent transporter ces athlètes-là, que ce soit au niveau collectif ou les sports individuels, mais c'est sûr que peut-être qu'il y a Josh Allen cette journée-là. J'aurais filé un peu moins. Mais ce que j'ai hâte, mes deux amis, c'est de voir comment... parce qu'il va y avoir des spectateurs au Centre Bell. Oui. Comment les spectateurs qui ont la mèche plus courte, d'autres moins courte, vont réagir devant le Canadien qui nous a donné un été absolument fou. Parlons-en du Canadien. Ça a tellement été, tu dis été fou. Oui. Rock and roll dans plusieurs sens du terme. Comment vous pensez que l'équipe va aborder la saison avec sérénité, zénitude? Voyons donc, sérénité et zénitude, le Canadien de Montréal à Montréal. Voyons, Andréane. T'as rêvé, quoi? Non, c'est pas possible, je pense. Mais Dominique Ducharme, lorsqu'il a été en entrevue avec les grandes plateformes écrites de nos médias à Montréal, a quand même projeté beaucoup de sérénité dans tout ça, dans la mesure du possible. Je dirais sérénité, réalisme, et encore une fois parler de sa passion pour son travail d'entraîneur-chef du Canadien. Puis moi, je pense que ça va être important de focaliser sur ces nouvelles sphères dans lesquelles on vit. Là, je parle plus des réseaux sociaux, mais Dominique Ducharme en est à un premier camp d'entraînement. On a une équipe remodelée, un nouveau départ, on l'espère, pour un Jonathan Drouin. On est après un été où tout ce qui pouvait aller croche est allé de travers pour le Canadien, mais on a quand même réussi à faire de bons coups. Mais de se concentrer sur la façon d'enseigner Dominique Ducharme, pour moi, là, on met la concentration et le focus au bon endroit. Parce que je veux plus entendre parler de Logan Mailloux et que Jeff Molson nous avoue que c'est une erreur et que maintenant, il faut lui faire face. On peut parler d'hockey? Je veux plus entendre parler exactement du repêchage d'expansion. On est obligé de laisser la grande vedette de l'équipe libre et disponible, mais on peut pas parler de ses blessures, mais il y a des blessures et il y a le capitaine qui a peut-être fini sa carrière. Et là, évidemment, on n'a même pas parlé de Kotkaniemi et de l'offre hostile. Alors, vous voyez, là, et là, j'ai fait un résumé très, très court en 15-20 secondes. C'est pour ça que je pense que la zénitude va venir si on est capable de se concentrer. Là, on est au cœur de la pré-saison, mais si on peut se concentrer avec le début de la saison sur la tâche à accomplir. Mais là, ce que je comprends, là, c'est que rester dans le moment présent, c'est un gros défi pour la société dans laquelle on vit en ce moment. Voilà, oui, c'est dur de rester dans le moment présent, mais si on regarde ça du simple point de vue médiatique, du simple point de vue de garder la flamme allumée, on peut dire que le Canadien a réussi, malgré lui. En plus, aucun problème. Réussi, à partir du moment où il y a eu l'euphorie accompagnée de la déception d'être éliminé en finale de la Coupe Stanley, passé aussi proche, on a gardé des bûches dans le foyer, là. Et là, la vie normale va reprendre un peu plus aussi pour vous deux. Je dis vous deux, mais pour tous les diffuseurs, pour tous les journalistes qui suivent les activités quotidiennes de l'équipe, il va encore avoir des zooms, il va encore avoir de la distance, il va encore avoir évidemment des mesures de sécurité, mais là, ça allait repartir sur la route, là, vous deux, là. Oui. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une façon tellement différente pour nous de faire notre métier. Puis notre métier, je le dis tout le temps, nous sommes des intermédiaires. J'espère qu'on demeure encore des intermédiaires essentiels entre la vie de l'équipe, puis c'est beaucoup sur la patinoire, et les gens qui sont passionnés ou qui veulent suivre le Canadien de Montréal ou une autre équipe professionnelle. C'est beaucoup plus complet pour nous de le faire en suivant l'équipe, en étant près de l'équipe, que de le faire à distance, comme on l'a fait lors de la dernière saison. Ceci dit, je remercie d'ailleurs nos téléspectateurs de leur patience et de leur compréhension et d'avoir continué à nous suivre à un niveau d'auditoire extraordinaire, même si on n'avait pas nos moyens habituels, hein, Marc? Oui, puis mon analyse va être meilleure, j'en suis convaincu. Et là, je ramène pas ça à moi, mais la meilleure façon d'analyser quelque chose, c'est d'avoir le plus d'informations possible. Mais là, tu vas voir ce qui se passe. Alors, quand on est collé à l'équipe, même si on connaît pas les secrets d'État, il est beaucoup plus facile pour moi d'y aller d'une analyse qui profite d'une plus grande influence et de beaucoup plus d'informations. Alors,
Oui, parfois, il va y avoir un jeu, un tir sur un poteau, tu vas le décrire objectivement, je vais l'analyser objectivement, j'ai pas besoin de plus. Mais une performance d'équipe, une performance collective, la façon dont une équipe se présente, la fatigue accumulée, ce sont des choses qu'on va pouvoir vivre à la première personne. Et moi, je suis convaincu qu'il va faire de nous un meilleur duo, mais qu'il va faire de moi un meilleur analyste. Alors, je suis très content de voyager, même si ça va comporter son lot de défis, puis on s'en parlera tout au cours de la saison, parce qu'on va vivre les premiers voyages aux États-Unis aussi, et les tests et tout ça. Alors, voyage, défis, analyse, passion, ce sont tous des termes qui, je pense, collent très bien à l'invité que nous avons pour vous. Un invité qui sort peut-être un petit peu de la boîte à chaussures, si vous me permettez l'expression, mais qui promet d'être fascinant dans quelques instants. Marc et Andréane, notre prochain invité, je sais pas trop comment le présenter. J'ai essayé plusieurs angles, entrepreneur, influenceur, amateur de sport. Oui, sportif aussi. Sportif, homme d'affaires. Ben oui. Leader, même en quelque sorte. Gourou des réseaux sociaux. Exact. Une référence peut-être pour toute une jeune génération d'adultes au Québec. Mais je vous propose ceci et je mets mes lunettes. J'allais le dire parce que je l'entends rougir avant de le présenter. Fait que... Bon, ben écoute, j'y arrive. Parce que le jour de... Et c'est parce que c'est un grand amateur de hockey. Et le jour de sa naissance, les Nordiques de Québec. Enfin, ils étaient encore à Québec, évidemment, en 85. Jouaient à Saint-Louis. Et ils se sont inclinés 5-3 contre les Blues avec des anciens Canadiens qui ont marqué pour les Blues. Mark Hunter a marqué 2 buts. Rick Nattrass, le défenseur, en avait marqué 1. Doug Gilmour, ancien Canadien aussi. Et l'autre était Joey Mullen. Et pour les Nordiques, Brent Ashton, Mike Eagles et le grand Michel Goulet avaient marqué. Mais le Canadien ne jouait pas le 14 novembre 1985. Pour lui faire toute la place, sûrement. Était-ce pour lui faire toute la place pour son arrivée au monde? C'est sûr que c'est ça. Et ça allait être annonciateur de sa vie. Olivier Primo, bonjour. Ça, c'est toute une introduction. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ma parole, Olivier. Ça commence comme ça. Très content de te jaser. Olivier, ben oui, on a hâte d'entendre tes paroles qui se font entendre et lire aussi à travers toute la planète de communication. Mais je vais te faire une confidence, puis Marc pourra en ajouter. C'est un peu grâce à Marc, mais surtout à cause de ses fils. C'est vrai. Jeunes adultes, grands ados, qui nous suggéraient plus que ça, nous priait à tout prix de ne pas t'oublier et de te placer très haut dans notre liste d'invités. Puis, Olivier, tu sais, je sais que tu es un organisateur de petits et moyens parties, mais c'est pas pour ça qu'il était content qu'on te parle aujourd'hui. C'était beaucoup plus pour le parcours inspirant, ta façon de t'affranchir. Comment ça te fait sentir d'être ainsi interprété aux yeux d'une jeune génération? C'est super gratifiant, mais la pression sociale là, vient avec... le fait de devoir donner l'exemple, parce que je me suis mis dans une position que je dois donner l'exemple. C'est une très belle pression, mais une pression est une pression. Fait que je veux pas non plus m'écarter là, de comment je pourrais dire ça, là, de la vision que les plus jeunes ont de moi. Puis même les plus vieux, hein, parce que maintenant, les réseaux sociaux, là, moi, quand j'ai commencé en 2014, là, vraiment être intense sur les réseaux sociaux, parce que je voulais faire ma marque, puis je voulais qu'on me connaisse. À cause de tout ça, moi, j'ai fait l'entrée dans les médias par les réseaux sociaux. C'était beaucoup moins populaire, là, c'était un peu rejeté par les médias traditionnels. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai rentré en donnant l'exemple par les réseaux sociaux, puis avec la force du temps, là, j'ai fait les deux. Fait que, non, c'est un honneur de se faire regarder comme ça, mais c'est aussi une belle pression, là. Ben moi, je trouve ça fabuleux de dire t'as une pression, je veux donner l'exemple. J'ai jamais vu quelqu'un être aussi sur le party puis entendre je veux donner l'exemple. C'est-tu un équilibre qui est dur à garder? En fait, on le dit souvent, mais la modération a bien meilleur goût dans tout, dont le party. Ouais. Et j'ai de l'air de faire beaucoup le party, mais je le fais pas tant que ça. Faut pas oublier que le Beach Club ferme à 7 heures le soir. Hein. Il y a encore il y a beaucoup de monde qui pense qu'on ferme à 2-3 heures et que je me couche jamais, mais ça me prend mon 8 heures de sommeil. C'est vrai? Absolument. Est-ce que c'est la plus grande contradiction, ça, dans la vie d'Olivier Primo? Un gars qui fait des parties mais qui a besoin de 8 heures de sommeil, ça marche ensemble? Ça marche. Au début, là, c'est drôle parce que quand j'ai fait mon entrée là-dedans, dans ce monde-là, j'avais jamais fait ça. Là. Bien sûr, nous, on vient de l'alimentation. Ouais. Puis là, j'ai 35, je vais avoir 36 là, dans un mois et demi. Puis quand je suis rentré dans ce grand monde-là, j'avais 29. Je venais tout juste d'avoir 29 ans. Et tu sais, 29 ans, là, t'es dans
pas mal dans ton prime, là, ou à la fin de ton prime de party, si on veut dire. Ouais. Il y a beaucoup de monde là, qui me disait, quand je suis arrivé dans ce monde-là, tu vas te planter, tu vas tomber dans la drogue, dans l'alcool, dans le party. Puis, tu sais, j'ai été élevé très... comment je pourrais dire ça? Pas, je m'en ai dit sévèrement, mais sévèrement à la job, là, parce que j'ai travaillé pour mon père toute ma vie, là, depuis que j'ai 5-6 ans. Fait que, tu sais, j'ai été rodé, là, comme qu'on dit. Puis mon père me dit tout le temps, il me dit, t'as jamais eu de crise d'adolescence parce que je te faisais travailler. Fait que j'espérais pas l'avoir à 29 ans. Finalement, je me suis bien placé, puis... écoute, je l'ai fait, le party, là, comme tout le monde, c'est bien normal. Il faut le faire aussi, là, parce qu'à un moment donné, c'est un robot puis tu fais juste travailler. Mais je l'ai fait en travaillant. Fait que, tu sais, le party, quand tu as 5-6 000 personnes chez vous, c'est un petit peu plus difficile. Tu as tout le temps la conscience, là, à savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, premièrement, est-ce que tout le monde va bien? Deuxièmement, est-ce que tu as reçu tout le monde là, comme il se doit? Fait que j'ai eu cette... je vais vous avouer que le premier été, ça a été plus rock and roll, mais pas rock and roll comme les gens le pensent. Puis là, depuis 3-4 ans, je suis beaucoup plus calme parce que j'ai plein d'autres projets, bien sûr. Puis je suis encore impliqué dans l'alimentation, là, dans les IGA. Fait qu'il faut que je sois debout tôt, puis faut que je me couche tôt. Quel est le principal ingrédient pour vivre ce rythme-là? D'abord, ne pas cesser, ne pas craquer, ne pas frapper un mur, puis en même temps de continuer à développer des projets. C'est la passion, c'est la volonté. Qu'est-ce que c'est en fait? En fait, je pense que c'est le plaisir là, que tout le monde trouve là, moi, c'est à la job, j'adore travailler. Puis je suis chanceux, là, je fais partie de la minorité qui travaille exactement dans le domaine qu'ils voulaient. Parce que je me suis tout le temps fait dire qu'on fait pas tout le temps ce qu'on veut. Fait que je pense que c'est un mélange de tout ça, là. C'est passion, c'est aimer sa job premièrement, puis c'est aimer travailler, là, parce que si on n'aime pas ça, on n'avancera pas. C'est beaucoup d'heures. Fait qu'il faut que tu comprennes que des fois là, tu délaisses la famille. Des fois, c'est un one-man show un peu avec ton équipe là, avec qui tu travailles. Fait que j'ai accepté ça, mais là, c'est beaucoup moins peu. Puis la COVID m'a fait réaliser là, que le gros go là, que je me suis donné là, depuis 5 ans, il pouvait prendre un petit recul. Là. C'était depuis 1 an et demi, ça a fait du bien là, au personnage de party. Là. Mais permettez-vous une relance tout de suite? Oui. Parce que je voulais garder la notion de COVID pour un peu plus tard, mais tu nous ouvres la porte, Olivier. Comment un jeune entrepreneur en pleine action a traversé et traverse-t-il encore cette période complètement folle, complètement inattendue? C'est drôle parce que c'est tellement contradictoire la réponse que je vais vous donner parce que quand j'étais jeune l'année passée, quand j'avais 15-16 ans, je voulais tout faire. Puis encore aujourd'hui, puis mon père, puis ma mère, puis mon grand-père à l'époque avec qui je travaillais me disaient tout le temps, non, là on est dans une très belle branche, l'alimentation, les gens vont toujours manger, concentre-toi là-dessus, puis on va développer ça. On fait de l'immobilier aussi, puis moi je faisais plein d'autres choses. Je vendais des autos la fin de semaine là, dans le stationnement de mon père, j'avais un kiosque de fruits et légumes, je faisais tout, j'organisais des parties, puis on me disait tout le temps, concentre-toi, tu vas te perdre. Et là, je l'ai fait pendant plusieurs années. Puis, quand j'ai décidé complètement de faire un 180 là, puis changer de carrière, je me suis dit, Olivier, je vais diversifier mon portefeuille, là, mais fois 1000. Je vais essayer tout. Puis, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. J'ai eu beaucoup d'échecs aussi là, dans les 5-6 dernières années. Mais mes succès les ont dépassés. Là. Fait que je frappais beaucoup de 3 prises, mais je frappais des circuits. Fait que, je me suis lancé dans tout. Puis quand la COVID est arrivée, en fait, il y a juste l'événementiel dans tout mon portefeuille comment je prenais ça, de business que j'ai, qui a été très, exactement, qui a été très mal mené, parce que le reste, je vends beaucoup de produits en épicerie, en dépanneur, puis tout ça, fait que ça a été la folie, là. Les ventes ont explosé, mon marché d'alimentation, les ventes ont explosé, l'immobilier, ça a explosé, fait que tu sais, il y a toujours une compensation. Puis même chose, quand j'ai parti mon brand là, Beach Everyday, je voulais faire des boissons, du vin, de l'eau pétillante, tout ça. Puis là, tout le monde me disait, ben non, concentre-toi. Puis j'ai des produits que j'ai lancés qui n'ont pas fonctionné, il y en a d'autres que je lance, mais ça fait partie de comment je pourrais dire ça, de toute les sections là, de ma business que j'en ai tellement. En ce moment, j'en ai qui sont morts.
Puis en ce moment, j'en ai qui roulent vraiment fort. Fait que j'aime pas le mot réinventer pour ma part. Je sais qu'il y a beaucoup entrepreneurs qui se sont réinventés pendant la COVID. Moi, je me suis pas réinventé du tout. J'ai juste frappé sur le clou pour des projets qui portaient pendant la COVID. Puis l'événementiel, je l'ai laissé aller. Les restaurants aussi, je suis partenaire dans les restaurants. C'était beaucoup plus difficile. Puis regarde, dans la restauration, il y a énormément de restaurateurs qui se sont réinventés, le take-out et tout ça. Ouais. Nous, j'ai décidé de pas mettre d'efforts là-dedans. J'ai mis les efforts ailleurs où je pensais que ça serait plus payant pour moi. Puis ça a bien réussi. Fait que je me suis pas réinventé du tout. Je me suis vraiment concentré sur beaucoup d'autres projets, mais qui faisaient plus du sens là, pendant une pandémie mondiale. Là. Je t'écoute, Olivier, puis t'as dit le mot échec. Tu sais, c'est pas évident pour tout le monde de dealer avec l'échec. Puis toi, non seulement tu le fais, mais tu le fais publiquement en plus. Ben oui. Est-ce que tu dirais que c'est une de tes forces dans ton parcours d'être capable d'assumer ces échecs-là pour rebondir après? C'est pas donné à tout le monde en fait, ça, là. T'as raison, mais en fait, tu sais, je veux dire, tu sais, le fameux dicton, là, tu vas te relever plus fort là, après un échec. Ouais. C'est vrai, souvent quand tu as une persévérance. Mais quand tu l'avoues publiquement, quand tu es une personnalité publique, comme tu disais, Marc, tantôt, ton fils me suit pour l'inspiration, tout ça, ça fait du bien aussi de savoir que ton modèle, là, je veux pas dire que je suis un modèle, là, mais ton modèle subit une défaite, il l'avoue, il en parle publiquement. Ouais. Je vais vous donner un petit exemple. Pendant la COVID, tu sais, la folie de Uber Eats puis tous ces trucs-là est partie. Ouais. Fait que j'ai développé une chaîne de restauration, mais qui appelle le Fantôme, là, qui est dans des restaurants, mais on fait juste livrer. Et quand j'ai lancé ça, 4 jours plus tard, les restos réouvraient. Non seulement c'était un flop monumental, mais tout le monde se demandait est-ce que c'est des habitudes que les consommateurs font. Puis là, ça faisait 1 an que tout le monde commandait, puis je regardais tous mes amis, puis les restaurants, le fast-food, comme ça, c'était la folie. Je me suis dit, ça va continuer, les gens ne retourneront pas au restaurant, ils ont des nouvelles habitudes. Ça a été, j'ai vendu $4 la première journée, j'ai vendu un hot dog. Wow. Fait que j'ai dit ça, puis j'ai fermé au bout de 24 heures, fait que ça m'a coûté des dizaines de milliers de dollars, mais en même temps, je l'ai avoué, je l'ai pas avoué, je l'ai dit publiquement. Puis, il y a encore du monde là, qui sont venus m'écrire ben bon pour toi, tout ça. Ouais, c'est lourd. 99 fois, exact. Mais ceux qui se réjouissent du malheur des autres. Là. Mais 99% du monde m'ont dit, c'est le fun de voir quelqu'un qui réussit à dire qu'il y a des échecs aussi là, souvent. Olivier, je veux absolument qu'on fasse le lien avec le domaine sportif parce que t'es un passionné, t'es même un commissaire à quelque part. Mais je veux revenir là-dessus sur la notion d'adversité parce que je pense que le lien se fait bien avec les athlètes de haut niveau, comme les gens d'affaires de haut niveau également qui connaissent du succès. Vivre l'adversité, ça fait partie du développement. Quel aspect de ta personnalité vient se rattacher au fait que pour toi, l'adversité, ça fait partie d'une progression, d'une amélioration peut-être même de la personne et des affaires, alors que beaucoup voient ça comme une fin et non un moyen? Mm-hmm. Moi, là, l'adversité, c'est ce qui me motive le plus. Moi, dans la vie, le soleil brille pour tout le monde, surtout en business. Puis, tu sais, on parle de sport, surtout dans le sport. Là. Si t'as pas d'adversité, tu t'amélioreras jamais. Ouais. Puis, tu sais, je vais parler là, pour mon sens là, dans l'entrepreneuriat. Si tu te réjouis du malheur des autres, si tu fais tout le temps, tu rabaisses ta compétition, souvent, tu es toujours 2e ou 3e parce que tu ne focuses pas sur la bonne chose qui est ton entreprise, tu focuses sur les autres. C'est bon de s'inspirer des autres, là, tous ceux qui réussissent mieux que toi, pareil dans le sport. Mais c'est super important de reconnaître que quelqu'un est meilleur que toi, surtout en affaires, parce que il va toujours avoir quelqu'un de meilleur que toi. Fait que tu sais, oui, j'ai des objectifs extrêmement élevés, mais je rencontre toujours mon Waterloo, là. Mm-hmm. Ben, c'est pas la défaite finale, mais en voulant dire, je rencontre tout le temps mon challenger, exactement, l'obstacle. Ouais. Puis moi, j'aime bien ça parce qu'après, je retourne au papier à dessin, je suis comme, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour, tu sais, pas réinventer, mais peut-être améliorer ce qu'il fait. Fait que c'est pareil dans le sport. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis, là, d'athlètes de haut niveau. Puis Pierre, tu joues au Mirage, fait que tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey. On a les mêmes, j'ai les mêmes discussions. Moi, je suis un de mes bons amis, c'est Anthony Manta, puis il me parle tout le temps. Tu sais, il me dit là, je viens d'arriver à
à Washington, puis là, je vois un Alexander Ovechkin qui est tellement fort, puis je me dis, mais jamais je vais être fort comme ça. Fait que je travaille plus fort. Puis, c'est dans l'adversité que tu t'améliores. Bon, il y a des athlètes qui t'inspirent, puis tu viens d'en nommer quelques-uns, et puis c'est facile d'être inspiré par des athlètes, mais pour un entrepreneur de chez nous, est-ce que les Lawrence Stroll de ce monde, est-ce que les Mitch Garber de ce monde, est-ce que eux aussi sont des inspirations pour toi? Ben, tu sais, mon inspiration première là, dans ce que je fais dans l'événementiel, c'est Guy la Liberté, donc Mitch Garber là, par la bande. Mm-hmm. Puis dans mon livre que j'ai écrit il y a 3 ans, c'est Mitch qui écrit ma préface. Ouais. Dans la préface, tu sais, on parle souvent de succès québécois, puis des fois on est gêné de parler qu'on a des très grands entrepreneurs et grandes entrepreneuses. Oui. Ouais. Puis je trouve ça triste, tu sais, des Alain Bouchard de ce monde, on n'en parle pas. Ouais. Ou on en parle très peu. Bon, la génération plus âgée, oui, mais pour les jeunes, tu sais, des gens comme ça, exact, c'est tellement une belle inspiration. Fait que je trouve qu'on sous-estime là, notre énorme succès là, québécois. Là. On est toujours à regarder plus ailleurs, puis mais nous là-bas, puis eux autres. Mais tu sais, ici aussi, on a des très, très beaux succès. Puis moi, toute cette gang-là là, du cirque, là, puis ça m'inspire beaucoup là, dans ce que je fais. Là. Puis un gars qui vit à 100 000 à l'heure, le sport doit te servir d'exutoire. Je veux parler de hockey, Olivier. Je le sais que t'aimes le Canadien, t'as trippé comme tout le monde au Québec au printemps. Parle-nous de ce lien-là avec le sport, à quelle place ça prend dans ta vie? Mais tu sais, moi, comme tout le monde qui aime le sport et qui voulait être professionnel, j'en suis l'exemple parfait, là, le 99,9%. Ils voulaient donc être bon au hockey, puis ils voulaient donc être sur la PGA, tout ça. Mais tu sais, j'adore le sport, j'en mange. Puis quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance d'aller dans une école privée, fait que je faisais des sports-études, je jouais ballon, ballet, je faisais tout. J'étais allé aux Jeux du Québec en ping-pong, j'ai fait tous les sports possibles. Okay. Puis j'ai tellement... Je suis un sportif dans l'âme, mais tu sais, je suis pas excellent dans rien. Hey, t'as un portefeuille diversifié, tu l'as dit tantôt. Hey, je commence à me reconnaître beaucoup en toi, 30 ans plus vieux. Fait que je suis jamais gêné d'accepter d'aller jouer à un sport parce que je joue hockey tous les sports, mais tu sais, j'excelle pas dans aucun sport, mais j'aime tellement ça. Puis je suis pas un... Tu sais, comme là, cette année, le Canadien, oui, je suis un grand fan. Je vais le suivre du coin-là parce que je suis tous les sports. Et tu sais, j'ai pas le temps de regarder tous les sports. Mais je suis un grand fan de hockey. J'aime presque comme tous les Québécois parler de hockey. Là. Surtout, moi, je suis un grand gérant d'estrade. Là. Mon opinion, j'adore ça. Toutes les autres. Fait que, mais regarde, moi, je suis un fan avoué. Puis je prétends pas connaître plus le sport que personne d'autre. Sauf que je suis un grand mentor de sport, puis au Québec, là, il faut savoir que ça aussi, on a tendance à l'oublier. On est un peuple et une province très, très sportive. Là, on connaît tous les sports parce qu'on vit toutes les saisons. Fait qu'on joue à tous les sports. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que les Québécois ont une grande connaissance globale de tous les sports. On gratte tous les sports, puis je pense que vous allez confirmer avec moi, on est une province de grands événements. Hein. Fait que quand il y a des grands événements, les Québécois sont au rendez-vous. Ouais. Fait que je fais partie de toute cette grande fierté-là là, de Québécois, Québécoises qui aiment le hockey et qui aiment tous ces sports-là. Quand on est un grand passionné de hockey, quand on est un entrepreneur qui vise l'excellence, comment on en vient à l'idée de lancer une ligue de hockey-ball? C'est vrai. Par rapport à être propriétaire d'une équipe dans la Ligue nationale. C'est pas que je voulais pas acheter le Canadien, mais en fait, c'est pas moi qui l'a créé. Là. C'est Alex Burrows et toute son équipe. Ça fait quand même une couple d'années là, qu'ils font ça. Mm-hmm. Puis quand ils m'ont approché, en plus, c'est plus un titre là, d'ambassadeur là, pour les premières années, là, faire connaître le sport. Uh-huh. En fin de semaine, justement, le samedi, c'est notre première grande finale. Puis l'année prochaine, on va avoir une vraie première saison, parce qu'il faut savoir que cet été, c'était un petit peu compliqué. Ouais. Mais moi, je suis un amateur de sport. Si on peut faire connaître un sport comme le hockey-ball, qui est entre 50 et 60 000 joueurs actifs à toutes les semaines au Québec, mais ça me fait plus que plaisir. Ouais, c'est ça. C'est des chiffres qui surprennent beaucoup de personnes, mais c'est gigantesque.
Puis non seulement c'est 50, 60 000 joueurs, mais c'est toute la famille qui suit, puis les amis. Ce qui est très, très suivi. Fait que j'espère que dans les prochaines années, la Ligue va s'agrandir. Et je vais sûrement démissionner de mon poste de commissaire pour peut-être avoir mon équipe bientôt. Là. Fait que moi, c'était plus pour ça là, que je rentrais dans cette ligne-là. Là. C'est une primeur, là. On vient d'avoir une primeur. Où serez-vous basé? Quel sera le nom? Ben, c'est ça, là. Moi, j'habite à Laval maintenant. Fait que l'équipe lavalloise, pourquoi pas? On est là-dessus en ce moment. Là. Je sais pas si ça va être l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais je suis rentré par la porte du commissaire pour faire connaître et c'était le deal avec le reste de la Ligue là, que j'allais avoir mon équipe. Vous l'aurez entendu la première fois à ma parole. Oui, puis tu peux ressortir des noms. Moi, j'ai grandi à Laval. Les voisins. Oui, le Titan de Laval. Mais les voisins, pour moi, c'était le surnom de la ville de Laval, ses débuts, la ville des voisins. Alors, le début du concept de banlieue. Je vais te vendre ça pas cher comme concept parce que ça a déjà été utilisé. Je suis prêt à être ambassadeur si tu veux. Olivier, je vais m'en rappeler. Hey, Olivier, j'ai le goût de revenir peut-être 2 minutes en arrière, puis je vais te citer ton tweet du 7 juillet. Ça fait 28 ans que j'ai pas été aussi fier d'être un fan des Canadiens de Montréal. Merci pour la saison extraordinaire. Mais là, tu nous avoues aujourd'hui que tu es un gérant d'estrade. Là, j'ai besoin d'Olivier Primo, le DG du Canadien, qui me jase un peu, là. Là, je veux qu'on fasse du radotage un peu. Quels seraient tes premiers gestes comme gérant d'estrade, mais DG du Canadien? Pour ça, tu vas avoir une équipe, là. C'est comme une entrevue, là. Moi, je te pratique, là-dedans. Mais, je vais vous avouer bien franchement que depuis plusieurs années, j'étais un petit peu découragé, là, de la vision du Canadien dans le sens que, tu sais, on est dans une équipe tellement fière, premièrement. Ouais. On est une équipe avec une base de fans que presque personne a dans la Ligue nationale. Mais de moins en moins, et je m'explique parce que je veux pas dire qu'on est moins fans, je veux dire que les autres équipes, il y a des base fans là, qui se montent vraiment vite, puis j'aime voir ça. Du rattrapage qui a été fait, ouais, c'est vrai. Mais je vais vous avouer que puis j'ai été le premier à critiquer M. Bergevin parce qu'on n'était pas capable de frapper la masse, puis c'est peut-être parce qu'on n'avait pas les joueurs disponibles, mais tu sais, je veux dire, l'année passée, quand j'ai vu M. Molson puis Marc remplir l'équipe, tu sais, j'ai vu depuis plusieurs années au moins une intention là, d'aller jusqu'au bout. On voulait pas juste, oui, c'est sûr qu'ils sont là pour faire de l'argent, on s'entend, c'est une business, là, mais là, ils ont gâté les fans. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une équipe avec un potentiel comme ça sur papier. Je pense qu'on l'a livré là, malgré la saison un peu bizarre là, qu'on a eue. Mais tu sais, on me demande souvent ça serait quoi mon premier move là, tu sais, parce que souvent, mais j'ai pas de premier move parce que j'ai pas le sentiment d'être un tu sais, je suis un gérant d'estrade parce que bon, je critique puis je dis je suis content, puis le lendemain je critique, c'est ça que je veux dire parce que je suis un gérant d'estrade. Mais je pense que, tu sais, encore cette année, on va avoir une belle équipe. Je pense qu'on est allé, ça va être difficile comme à toutes les années parce que la parité est tellement rendue forte. Mais, tu sais, l'année passée, si on avait été dans notre vraie division, ça aurait été une autre année complètement. Un autre défi. Oui. Mais, exact. Puis on s'est rendu là, puis je pense pas que personne ici aurait dit il y a 8 mois qu'on se serait rendu en finale de la Coupe Stanley. Puis, j'aurais aimé gagner, mais même là, juste en demi-finale, puis même si on se serait fait balayer, ça n'aurait rien changé. Les Québécois ont tellement passé une belle saison avec tout ça, avec un Carey Price qui gaulait comme tout le monde s'attend qu'il gaule depuis le début. En série, c'était complètement fou. Fait que, je pense qu'on vit encore sur comment je pourrais... Ça fait pas longtemps, ça fait 2 mois là, que c'est fini. Là. C'est vrai. Fait que, je pense qu'on vit encore sur le petit nuage. J'espère que le petit nuage va rester quand même flottant un peu là, pour une partie de l'année. Puis j'espère qu'on va faire les séries cette année. Mais tu sais, tu me demandes mon mot de gérant. Là, sérieusement, depuis 2 ans, j'ai rien à dire. Bon, OK, peut-être là, j'ai des joueurs que j'aurais préféré de plus ou moins de plus, mais on était encore dans le on offre là, aux fans du Canadien une équipe compétitive pour la 2e fois parce qu'on se mentira pas, là 5-6 ans, c'était pas la grosse affaire. On s'est tellement fié sur Carey Price dans les dernières années. Tu sais, même l'année passée, quand
ils ont signé Anderson, Toffoli, puis tout, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'on est allé faire là encore? Malgré forcé d'admettre que j'avais 100% tort, fait que c'est là que je dis que je suis un gérant d'estrade. Les sceptiques ont été confondus. Je vous laisse la relance, mais moi, ce que je retiens, puis c'est pas la première fois que je l'entends, c'est de pas se contenter de juste être là. Toi, c'est ça que tu as apprécié dans le fond des dernières années de Marc Bergevin, de Jacques Monson et du Canadien. Moi, c'est ce que je retiens, puis je l'entends souvent, celle-là aussi. Fait que je vous laisse les relances et les autres questions. Non, mais c'est excellent parce que si tu me permets, Andréane, ce que ça m'inspire comme relance, c'est que au moment où le sport se multiplie, enfin, les équipes se multiplient, les circuits sont en expansion, on souhaite le retour du baseball à Montréal. Au moment où on vit ça, on vit aussi en même temps, Olivier, et je pense que ça colle à ta génération, une certaine forme d'impatience, de succès, soif de succès. Les plateformes favorisent la critique, favorisent l'expression de la peur de perdre ou de ne pas aimer perdre ou d'avoir une équipe dans la médiocrité. Toi, comme entrepreneur et qui adore le milieu du sport, comment le milieu du sport peut répondre à ça? Et où s'en va le milieu du sport organisé tel que nous, on le connaît de ma génération et tel qu'on l'a structuré? Est-ce qu'il faut casser les colonnes du temple un de ces jours? Moi, je pense qu'avec puis tu sais, on le voit là, avec les... Tu sais, même moi, là, en ce moment, je suis un grand fan de soccer européen, puis tu sais, je suis sur les réseaux sociaux, j'écoute même plus les parties, je regarde les highlights, puis tout ça. Puis oui, on a soif de succès, mais je pense que la nouvelle génération, tu sais, on disait, là, Pierre, puis c'est tellement bon ce que tu dis, on a comment je pourrais dire ça, là, les équipes, ils ont la pression de premièrement garder leurs fans à écouter leur sport. Puis tu sais, c'est vraiment paradoxal, là, mais je vais faire une petite parenthèse. La semaine passée, c'était la première fin de semaine de la NFL et depuis 2 ans, je suis membre à Red Zone. Fait qu'il faut juste montrer là, quand les équipes arrivent dans le Red Zone. Puis je pense que c'est l'image parfaite de la nouvelle génération. On veut plus voir le long chemin. On veut juste voir quand ça compte. Fait que c'est pareil comme dans le succès des équipes. C'est pour ça que les franchises se multiplient. Les villes ont de plus en plus de franchises parce que, si on prend exemple comme New York ou des grosses villes de sport, bon, mais quand c'est pas le football qui performe, c'est le baseball. Quand c'est pas le baseball, c'est le soccer. Quand c'est pas le soccer, c'est le hockey. Fait que les grandes villes de ce monde ont tout le temps un peu de succès. Bon, il y en a qui en ont moins. Mais le problème avec Montréal, c'est qu'on a une équipe majeure, maintenant 2 avec la MLS. Et je veux pas parler en mal des Alouettes, mais c'est pas une ligue là, de triple A, là, on s'entend. Même si c'est un très beau sport, ça sera jamais une ligue mondiale. Fait que, tu sais, quand le Canadien va mal, le Québec va mal parce qu'on n'a pas d'autres sports majeurs à comment je pourrais aller dire ça, là, sur lequel se replier, là, ouais. Exactement. Fait qu'on attend tout le temps du succès d'une seule et même équipe. Puis, tu sais, l'autre meilleur exemple aussi, c'est que quand on a des grosses vedettes qui vont jouer pour le CF Montréal, que ce soit Drogba, que ce soit Thierry Henry, qui était même pas un joueur, là, la planète médiatique revient, puis on parle, puis, tu sais, on est vraiment, puis c'est triste à dire qu'on le dit tout le temps, on est une province, une ville de un sport médiatique. Mais je pense que c'est ça que les Québécois, en ce moment, on a besoin. On a besoin de d'autres sports. Tu sais, Pierre, tu parles du retour du baseball. Bon, je veux pas dire que je suis pas un grand fan de baseball à Montréal. J'ai un peu de la misère à comprendre comment ça fonctionnerait, mais je serais le premier à l'écouter, puis j'espérais un autre succès là. Puis si un jour on a la NFL, la NBA, tu sais, je veux dire, on aurait peut-être d'autres avenues à se consoler si le Canadien va mal. Tandis que dans les autres sports, c'est tout le temps la vitesse. Toutes les grandes villes presque ont plusieurs sports majeurs. Fait que je pense que c'est ça que la nouvelle génération veulent vouloir s'abreuver là, du succès instantané d'une équipe. T'sais, on voit Vegas là, dans la NHL qui se sont rendus en finale et tout ça. Puis la première année, puis je souhaite la même chose à Seattle. Là. Mais on veut du succès instantané, sinon on ne le suit pas. Fait que, donc, on veut du succès instantané dans le fond, mais on veut que la forme de diffusion s'adapte aussi. 100%. Et tu sais, tu parles à quelqu'un qui a 46 ans de métier, mais qui est encore très ouvert
parce que j'aime encore ce que je fais, puis je veux le faire encore un bout de temps. Très ouvert aussi à changer notre façon d'amener le message. Mais Andréane, ça a dû t'inspirer quand tu as parlé de football puis de la Red Zone. Ben là, écoute, tu m'ouvres la porte. Olivier, les Broncos de Denver vont peut-être être à vendre très bientôt. Un petit 4 milliards de dollars. Là. Moi, je serais prête à embarquer dans un trip d'achat. Puis surtout que les Bowlins, c'était des Canadiens. En plus. Mais là, il faudrait que tu compétitionnes avec Jeff Bezos. Mais t'aimerais ça, acheter une franchise professionnelle, par exemple? Hein? Ben, c'est sûr. Puis, ça avait sorti dans les médias, là, il y a 2 ans. J'étais vraiment allé m'asseoir là, dans le bureau pour les Alouettes. Puis je voulais vraiment un club, là, un club professionnel. Puis je le voulais. Puis je me suis fait dire non. Puis j'étais bien déçu. Mm-hmm. Puis bon, on sait jamais. On dit jamais. Fait qu'un jour, peut-être que j'aurai mon équipe de sport professionnel, que ce soit à Montréal, que ce soit dans un autre pays ou dans une autre ville, ça me dérangera pas du tout. C'est mon objectif, là. Numéro 1 là, d'ici ma soixantaine peut-être là. Ah ben quand même. Écoute, on dit jamais, mais là la NFL c'est un autre budget, j'ai pas encore ce budget. 4 milliards les Broncos de Denver, y a rien. Toi sur moi, perds pas trop de temps, ça vient vite la soixantaine. Je veux en terminant, quels sont les prénoms de tes parents, Olivier? Dominique et Sophie. Bon, admettons que Dominique et Sophie, pas admettons. On est convaincus qu'ils vont regarder ma parole, on espère qu'ils vont apprécier. Le mot de la fin, si je te le laisse à tes parents, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, premièrement, un gros merci. Puis tu sais, mes parents, c'est mes 2 meilleurs amis, c'est mes deux modèles. Ma mère, plus mon modèle spirituel et mental, et mon père est plus mon modèle là, de réussite là, en affaires, puis tout ça. Fait que si j'ai un mot là, pour les décrire, c'est inspiration. Puis c'était beaucoup de... J'ai eu beaucoup d'amour quand j'étais jeune, j'en ai encore beaucoup, puis je suis bien chanceux d'avoir des parents aussi près. Marc? Ouais, je pense que le mot de la fin était idéal. Beau. Bravo, vraiment. Grand merci. Oui, même si tu as hérité du surnom Canette à cause de tes premières années comme ça chez IGA. Je voulais pas en parler trop tôt dans l'entretien, mais garde, bravo. Ce sont de super mots pour tes parents. Et au moment où on enregistre, on sait que tu t'en vas jouer au golf. Je tiens à te dire en terminant que je suis pas dans le groupe des actionnaires, je suis plutôt un client payant satisfait du Mirage. Je suis content de l'entendre. Bien, on va avoir plein d'admiration. Tu vas être bien content d'être membre. Super, Olivier. Hey, un grand merci pour tout ça. Ça a été un plaisir immense. Merci beaucoup. Merci, salut Olivier. Merci, Jeanne. Merci beaucoup. Là. Les coups de cœur. Écoutez, c'est différent comme engagement qu'on s'est fait, mais je pense que c'est important. Puis on veut les partager avec vous. Pas vous les imposer, mais les partager. On va commencer avec Marc. Oh! Ben écoute, notre invité a été un coup de cœur pour moi parce que j'ai découvert Olivier Primo. Mais moi là, je veux aller ailleurs. Je trouve que je me suis bien comporté dans ce podcast. J'ai peur. À défaut du talent, il y a l'équipement. Pour être manuel dans la vie, ça prend des bons outils et je l'ai réalisé pendant les derniers mois. Je sais que je m'en vais complètement ailleurs, mais écoute, je suis un athlète. Oui, j'ai été évidemment talentueux, mais être manuel, là, ça n'a pas nécessairement été ma tasse de thé, mon sac de chips, appelons ça comme on veut. Puis tu sais, on a été chanceux, on a vécu partout, on a eu des maisons, s'est installées, puis des trous dans les murs, il fallait que j'en fasse 3 pour trouver le bon, puis après ça prend quel genre de mèche. Mais je me suis rendu compte, comme dans le sport, qu'à défaut du talent, il y a l'équipement. Quand on est bien outillé, on est capable de l'être. Fait que ce soit mon été en VR, avec un de mes chums, Jeff, je suis désolé, qui est ingénieur, mais qui est pas capable de réparer un tiroir. Souvent, c'est ça. Ou mon autre chum, avec qui on a installé nos 2 garçons en condo pour l'université, à monter des meubles Ikea, qui est pas capable de savoir quelle barre que la planche elle va. Ben, je me suis rendu compte que finalement, en étant bien équipé, en arrivant avec confiance, je dirais pas sur un chantier, mais sur un lieu de travail, ben, vous savez quoi? Je suis capable de monter des meubles, puis faire des trous dans le mur, puis installer quelque chose au mur, il n'y a pas de problème. Je refuse de croire. Il faut être bien outillé. Je ferai pas de publicité pour une compagnie d'outils ou une autre, mais quand on est bien outillé, on est manuel. Là, mais des meubles à monter, c'est une clé Allen bien outillée. Ils te mettent la clé Allen dans la boîte. Voyons donc. Nous dit celui qui a apporté un Copper Chef dans nos émissions pilotes pour nous montrer qu'il était capable de faire de la cuisine. D'ailleurs, je l'ai remplacé cet été. Bon, voilà. Tu as changé ton poêlon. Dans la même famille, je suis maintenant dans le granit bleu.
Bon. OK. Mais là, je vous vois aller. Là, vous faites bifurquer complètement la conversation. Vous attendiez pas que je vous parle de ça. Êtes-vous manuel? Êtes-vous capable d'installer un cadre au mur? Êtes-vous capable de faire plus, de faire moins ou? Moi, je suis vraiment pas pire. Moi, j'ai appris. J'aime ça, première des choses. J'aime ça et je suis bien équipée. J'ai des outils de base. J'ai ce qu'il faut et j'aime apprendre. Alors, je peux tirer un joint si c'est pas une trop grosse. J'ai fait ça chez moi. Je peux peinturer sans problème. Accrocher un cadre, aucun problème non plus. Voilà. Je sais me servir d'un niveau, d'une drill. J'ai mon petit kit de tournevis. J'ai même un marteau que je pourrais baptiser. J'ai des amis qui baptisent leur marteau. Je le ferai pas. Baptisent leur marteau? Mais les gens qui sont manuels, les outils... OK, ben moi, je suis pas rendu à ce point-là. Je suis pas rendu à ce point-là. Je vous le dis. Hier soir, j'ai frappé Roger 4 fois et t'es dans le métro puis t'entends la conversation et puis j'ai dévissé Carole. OK, on peut enchaîner. Moi, mais c'est parce que moi, faut que je te raconte que Paul Senior a été le premier gérant de la succursale de Montréal-Nord de Val-Royal, qui était une chaîne qui était très, très, très réputée à l'époque, et qui avait ouvert ensuite une succursale à Cartierville, où mon père a été transféré. Bref, mon père a été gérant de la première succursale à Montréal-Nord, responsable des achats ensuite à Cartierville. On a vécu dans l'univers des outils, et j'ai eu un emploi d'étudiant à une quincaillerie qui portait le nom de Durand. Au coin de Université et Saint-Antoine, à l'époque où le service personnalisé faisait partie de la réalité de tous les jours. On avait les outils dans des tiroirs. Puis là, vous voulez avoir ce tournevis universel, tu ouvrais le tiroir, tu le donnais au client. Mais est-ce que tu sais t'en servir? C'est alors, ça qu'on veut savoir. Je suis content parce que là, je trouvais que... J'y arrive. Alors moi, le Robertson, le Philips, la tête plate, je connais ça. Je connais les qualités d'outils entre eux. Mais je suis impatient aussi. Et très, très, très passionné et très... j'ai beaucoup d'humeur. J'ai de l'humour, mais j'ai de l'humeur aussi. Oui, les deux. Alors, c'est un gros handicap. Je connais les outils, je sais comment les utiliser, mais je suis pas sûr que j'ai la patience et surtout d'accepter de pas être parfait pour bien le faire. Alors, je préfère le faire. Okay. Donc, t'es un excellent adjoint, assistant, bistouri. Un apprenti. Un apprenti. Exactement. Voilà. Ou encore, tu prends le téléphone. J'ai des choses à faire. Alors, mais je comprends très bien que quand on a le temps et qu'on peut s'y appliquer avec les bons outils, ça peut devenir un passe-temps. Ça devient un passe-temps pour plusieurs qui découvrent ça sur le La tard. pandémie m'a fait réaliser ça. Avoir un peu de temps pour le faire. Parce que dans la vie, à 100 000 à l'heure, c'est plus... Non, faut pas que tu sois pressé. C'est ça. Faut pas que tu sois pressé. Mais t'as pas de patience. Mais t'as un coup de cœur, il me semble, qui est comme contradictoire. Ouais, c'est vrai. Ben, écoute, oui, c'est très contradictoire. Parce que mon coup de cœur, c'est d'avoir joué plus au golf. Cet été. Et on a parlé tantôt avec Olivier Primo, qui est un des nouveaux actionnaires du Mirage, puis je parlerai de ça parce que ça aussi, tu vas comprendre pourquoi j'aime ça. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup de misère à être moyen dans quelque chose. Je suis pas médiocre au golf parce qu'à force de jouer, c'est dur le golf. Oui, c'est difficile. C'est très difficile. Et c'est très difficile pour moi d'accepter d'être moyen dans quelque chose. J'ai un handicap de 20. À peu près 19, 20, 21, ça tourne autour de ça. C'est pas tellement glorieux. Mais ce que j'ai appris au fil des années, c'est à mettre un peu ça de côté et apprécier tout le reste que m'apporte le golf. Premièrement, j'adore marcher le 18 trous. Je peux vous dire une chose, au Mirage, quand on marche l'Arizona, là, c'est 14 000 pas, à peu près, sur la montre. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, pour moi, Marc, puis Andréane, je sais que vous êtes des gourous là de l'entraînement. Ce que je suis pas. Ce que je suis pas naturel. Je suis un gourou. Non. Oui, c'est ça. J'aime mieux laisse faire. Je t'ai vu à l'œuvre. Je t'ai pas vu encore, Andréane. Mais lui, c'est bon, en tout cas. C'est mon idole. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert la possibilité de faire un excellent exercice complet au golf. Et je dois l'avouer, un membership au golf, quand tu peux pas jouer plus qu'une vingtaine de fois durant une saison,
peut-être que financièrement, tu pourrais revoir ta décision, mais j'adore la vie sociale qu'on a au Mirage, mais que vous pouvez avoir ailleurs, dans n'importe quel autre club de golf. J'ai beaucoup de groupes d'amis qui sont là, avec tout le groupe d'actionnaires maintenant, les Louis Morissette, les Fabienne Larouche, son mari Michel, Serge Savard, Mario Messier, Jonathan Huberdeau, Michel Terrien, Olivier Primo et compagnie. Ce sont tous des gens que je connais, que j'aime, avec qui je suis bien, et avec d'autres amis, j'ai retrouvé cet été, avec plus de fréquence, le plaisir de revivre cet environnement-là. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Je comprends que le golf, tu dois accorder une journée complète pour le faire. Je comprends que quand tu frappes ta balle tout croche, ça t'amène un petit moment qui est moins drôle, moins amusant. Mais globalement, tu en ressors, je pense, une meilleure personne. Mais sais-tu quoi? Je te suis. Parce que moi, j'ai commencé à jouer au golf je vais dire sérieusement, mais j'ai vraiment beaucoup manqué de temps cet été pour m'amuser. Mais j'ai quand même joué quelques parties cet été. C'était mon premier été, là, où là, j'ai mon sac, j'ai même mon petit carrosse, là, pour traîner mon sac, parce que je marche, moi aussi, je prends pas le kart. Et c'est difficile. C'est vraiment difficile, le golf. C'est très technique. Ça peut être très frustrant. Et en même temps, je trouve que l'exercice de contrôle de soi est absolument extraordinaire. Oui. Parce que quand tu réussis à le faire, moi, j'atteins un sommet, je vais pas dire de zénitude, là, parce que ça serait trop, mais quand même de calme et de maîtrise de moi que je ne connaissais pas et qui me fait un très grand bien. Je suis allée jouer le week-end avant le début des Jeux olympiques. J'étais stressée parce que j'en avais beaucoup à gérer en même temps. Et je pense que c'était la meilleure thérapie parce que j'étais forcée de me concentrer sur ce que je faisais, parce que sinon, évidemment, tu sais, non seulement moi, si je me concentre, même quand je me concentre, la balle peut partir croche encore, malheureusement. Si je me concentre pas, c'est une catastrophe. Puis honnêtement, je suis sortie de là, puis j'étais détendue, j'étais relax. Et l'environnement du golf, de marcher sur un terrain de golf, t'es à l'extérieur, il fait beau le terrain, et les gens sont tellement gentils. Moi, c'est ce qui me stressait le plus, l'espèce d'éthique autour du golf. Oui. Je me disais, les gens vont dire, ça n'a pas de bon sens, c'est pas joué. Non, tous les gens que j'ai rencontrés, parce que des fois, t'es jumelé avec des inconnus, là. Honnêtement, si vous avez peur de commencer à jouer au golf, là, ben, enlevez-vous ça de la tête. Moi, je pense que les dernières années ont assoupli les règles d'éthique du golf. Plus démocratique. Ce qui fait qu'il y a encore une façon de faire qui est acceptée et acceptable. Il y en a qui le sont pas. Mais moi, je pense qu'on peut s'enlever ce stress-là. Et, ben, la pire journée sur un terrain de golf, c'est, ça va battre la meilleure journée au bureau. La plupart des gens vont le dire. Alors, ça, c'est important. Moi, là, j'ai une approche... Toi, t'as jamais embarqué complètement dans le golf. Moi, je joue avec tes gars. J'ai une approche contre-productive au golf. Et ça, je l'ai compris quand j'ai suivi pour la première fois des cours au golf. Très tard, en fait, au début de ma quarantaine, fin de la trentaine, je me rappelle pas. Et là, quand j'ai regardé le coach dans les yeux, je lui ai dit, regarde, moi, je suis un gars de 90, 95. Cette année, beaucoup plus dans le 95, j'ai moins joué. Je suis un gars de 90, 95. Et là, j'ai dit, t'essaies de m'amener à jouer 82, 83. Mais j'ai dit, il y en a plein qui sont capables de faire ça. Oh ouais. Moi, ce que je veux, c'est frapper 315, prendre le verre en deux sur un par 5. Je veux faire des coups d'éclat parce que à la fin de la journée, là, il y en a pas beaucoup qui en font des coups d'éclat, alors que tout le monde joue 84, 85. Il a dit, t'es le seul golfeur de ma vie qui veut pas s'améliorer. Qui toi, t'es Happy Gilmore. Je suis un peu Happy Gilmore dans ma façon de faire. D'ailleurs, voilà. Je te regarde, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance. Non, mais t'as joué au golf et tu peux le voir peut-être. Mais je suis capable de prendre ça au sérieux. Je joue toujours un ou deux tournois un peu plus compétitifs en Vegas, Formule Vegas pendant l'été. Je prends ça au sérieux. J'ai quand même le respect du sport qui me domine. C'est pas moi qui domine mon sport au golf, mais pas mais en tout cas, si on regarde ça sur une base un peu plus large, ça a été, c'est drôle à dire, ça a été la COVID et les restrictions énormes, ça a été la bouée de sauvetage de ce loisir-là. Absolument. Il était en train littéralement de mourir. Les prévisions étaient apocalyptiques. La question, c'est est-ce que ça va durer? Comme toi, là, tu viens d'arriver à bord, comme on dit, Andréane. Est-ce que tu penses que c'est pour de bon ou c'est circonstanciel? Oui, parce que j'ai redécouvert aussi le plaisir de jouer à quelque chose. La notion de jeu dans la vie adulte, je me rends compte à quel point elle est absente pour la plupart des gens. Hein, on fait du sport, on s'entraîne, on travaille, mais la notion de jeu, de s'amuser, moi, en tout cas, je suis vraiment allée retourner la chercher là-dedans, dans le golf. Fait que oui, je te dis, je vais continuer, c'est sûr. Ah oui, donc t'es à bord là, pour de bon. Oui, absolument. Puis moi, c'est le temps qui me manque. Je suis convaincu que ça passe par la jeunesse. Je parlais de mes garçons, les deux jouent au golf, puis je leur dis constamment, ils ont quitté les circuits compétitifs qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes, le junior et très jeune, mais ça reste pour une vie. Alors moi, je pense que quand tu apprends à jouer au golf tôt, tu vas immanquablement y demeurer. Est-ce que ce sera un membership? Non, pas toujours, parce que dans
la jeune professionnelle, dans la jeune vingtaine, trentaine, c'est peu abordable très tôt. Mais moi, je pense que les jeunes, lorsqu'ils apprennent à jouer au golf, et c'est un sport qui est très, très bénéfique pour la patience, pour améliorer la personne, tu le dis, Pierre, moi, je pense que ça passe par les jeunes, le futur de ce sport. Mais j'ai hâte de voir l'avenir de la structure de la partie de golf. Ou du temps que tu dois consacrer à jouer au golf. Regardez et écoutez et revenons sur ce qu'Olivier nous disait il y a quelques minutes à peine. Sa génération à lui veut consommer rapidement. Sa génération à lui veut arriver à une fin beaucoup plus rapidement qu'à une certaine époque. Il y en a peut-être qui vont adopter le 9 trous. Alors, le 18 trous a-t-il un avenir au golf? Je pense que oui. Là, on arrive plus tôt pour manger, on joue 18 trous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il devrait y avoir des formes alternatives? Peut-être. T'as pas tort. Pour garder et renouveler peut-être la clientèle? C'est une bonne question. T'as pas tort. Mais le 9 trous, adopter le 9 trous, commencer. De toute façon, au début, moi, je dirais aux gens, commencez par un 9 trous, vous allez en avoir ben en masse. Puis moi, j'étais dans un groupe le samedi matin cet été, là, puis je peux vous dire, là, eux autres, ils jouent 19 trous. Je vous le promets, là, le 19e trou est très important aussi pour avoir une bonne partie du... Là, tu rentres dans mes plaisirs. Tu rentres dans mes plaisirs d'être membre dans un club de golf. Toi, penses-tu que tu as la piqûre pour de bon avec tes marteaux, puis tes perceuses, et puis... C'était un coup de cœur. Je veux vous le rappeler. J'ai pas parlé d'une passion qui est maintenant assumée. J'ai parlé d'un coup de cœur. Et j'ai pas parlé de rénovation majeure non plus. Hein? Bon, as-tu un Patrick Cantlay pour t'influencer? Nous, on l'a regardé remporter la Coupe FedEx, mais toi, c'est qui? Bob Villa? Je sais pas, là, les grands rénovateurs. Je sais pas. Non, Hugo Girard fait un très bon travail dans les émissions qu'il anime. C'est vrai. Et je ne le défierai pas, je vous le promets non plus. Alors, je laisse. Voilà. Bon. Est-ce que tu prends des contrats? Non plus. J'ai des petites retouches à faire. Ah ben écoute Pierre, il n'y a pas grand-chose qu'un verre de vin rouge ou une bonne bière, une bonne IPA froide ne m'amènera pas à faire. Bon, ben, si c'est pour ça. On se fait un souper et un peu de plâtre. Moi, je pense que c'est... Hey, c'est excellent. Je pense que c'est viable. J'ai la conclusion parfaite à notre épisode. Marc Denis avec une perceuse. Oui. Ma parole!